Dernière partie de ce cours sur la logique combinatoire. Deux parties, la représentation et la détermination des fonctions logiques, et quelques éléments technologiques sur les circuits de logique combinatoire. Alors pour faire un logigramme, on peut partir d'une équation. Alors par exemple celle-là, hein, S égale A ou B bar et B ou C. Alors il y a plusieurs façons de dessiner. Une façon qui permet d'y arriver toujours assez proprement, c'est de représenter les trois variables d'entrée verticalement. Donc on peut faire comme ça, trois lignes verticales qui représentent les variables d'entrée, et ensuite partir vers la droite pour construire le logigramme. Donc là on voit qu'on a deux ou associés avec un et. Hein. Les parenthèses nous disent qu'on fait les ou en premier. Donc on va d'abord faire a ou b bar, donc on va prendre une fonction ou, on va aller tirer le a, et on va ramener le b bar avec une fonction inverseuse. On va ensuite construire b ou c, donc on prend b et on prend c, et ensuite on met un et pour compléter le logigramme et obtenir la valeur de S. Voilà, c'est un exercice relativement simple qui peut être demandé en concours de construire un petit logigramme de cette complexité-là au maximum. On peut représenter la fonction logique différemment. Hein. On peut dire que A ou B bar, etc., c'est A et B. Donc on peut faire ce logigramme-là sous forme d'entraînement. Donc le mieux, c'est d'essayer de le faire, hein, de faire ce deuxième logigramme et ensuite de regarder la correction. Alors on va faire cette fois-ci 3 et qui sont reliés par un ou finalement à trois entrées. Hein. Donc je vais avoir un et avec A et B, un autre et avec A et C, et un dernier et avec B bar et C bar. Pardon, B bar et C. Voilà. Et ensuite, on prend soit deux ou montés en cascade, soit un ou à trois entrées, hein, puisque les entrées sont commutatives sur un ou, A ou B ou C. C'est voilà. Il n'y a pas de priorité au niveau du ou. Il y a la règle d'associativité. Dernier exemple, hein, on peut partiellement écrire cette équation hein, différemment, encore une fois, et puis là, on va faire B ou C en premier, hein, qu'on va associer avec le A. Voilà. Donc ici, on a A et B ou C. On va construire B bar et C, et on va associer l'ensemble avec un ou. Voilà. Faire un logigramme, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Je pense que si on utilise cette technique, on y arrive assez rapidement. Alors, il faut remarquer que dans les logigrammes, on a toujours de préférence une lecture des informations de la gauche vers la droite, hein, parfois du haut vers le bas. Mais c'est plus logique si on va de la gauche vers la droite. Les énergies, c'est-à-dire les alimentations des composants, sont toujours présentes, évidemment, mais on ne les représente pas. On met ça quelque part dans le texte, on met ça à un endroit donné une bonne fois pour toutes, parce que ça surchargerait inutilement le schéma, et on considère que les informations sont propagées immédiatement. Alors, écriture et simplification d'une fonction logique. Alors, on part d'une table de vérité. Là aussi, au programme de CPGE TSI, vous n'avez plus les méthodes des tableaux de Carnot et vous n'avez pas l'ensemble des fonctions de simplification de l'algèbre de Boole à connaître. Donc, ce sont vraiment des simplifications simples que l'on peut vous demander, telles que celles qu'on va voir ici, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Encore une fois, maintenant, il y a un tas de logiciels qui font ça très bien, et bon voilà, on ne sort pas le logiciel quand il y a deux fonctions logiques. Voilà, on essaye aussi de faire travailler un petit peu sa tête. Alors, pour écrire dans un premier temps une fonction, on va, pour chaque ligne où S égale 1, donc ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, pour chaque ligne où S égale 1, on va écrire la combinaison d'entrées ABC correspondante à l'aide de l'opérateur et. Par exemple, si je prends la ligne 2, dans la ligne 2, j'ai A qui vaut 0, donc c'est A bar, et B bar, et C. Si je remplace A, B, C par les valeurs 0, 0, 1, et ça me fait un bloc qui vaut 1. Donc j'ai bien S qui vaut 0, j'ai bien représenté le 1 de cette ligne.
On associe l'ensemble des combinaisons avec l'opérateur OU, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit quand est-ce que j'avais un 1 ici, ben je dis finalement j'ai un là, ou là, ou là, ou là, ou là. À chaque fois que j'ai un 1, je relise chacune des combinaisons par un OU, parce que c'est exactement ce que je vois dans la table de vérité. Je recherche où sont mes 1. Et donc, ça s'appelle une somme canonique, hein, une somme de produits, et bah, ça fait quelque chose comme ça. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 termes qui correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 1 dans mon tableau. Donc ça, c'est pour obtenir l'équation non simplifiée de ma table de vérité. Lorsque j'ai décrit mon système par une table de vérité, j'ai maintenant l'équation logique qui correspond au fonctionnement de mon système. On peut faire une méthode différente, c'est-à-dire qu'on peut rechercher les zéros. Rechercher les zéros, ça correspond à S bar qui vaut 1. Donc finalement, on fait exactement la même chose, sauf qu'on recherche S bar. Et donc rechercher un 0, ça veut dire qu'ici, j'ai A bar, B et C bar pour avoir S bar. Et puis, du coup, là, j'en ai que 3 termes. Je n'ai que 3 termes, mais comme je recherche S, il faut que je recherche S bar bar, hein, qui vaut S, une barre sur l'ensemble, et j'applique De Morgan pour obtenir mon équation finale. Voilà, je peux appliquer encore un coup de plus De Morgan pour obtenir quelque chose de différent. Donc les deux équations sont équivalentes, hein. Il faut toujours bien voir qu'en logique combinatoire, on a plusieurs logigrammes qui amènent au même fonctionnement du système, avec des différences éventuellement de temps de propagation, hein. Si j'ai 5 fonctions logiques entre l'entrée et la sortie, eh ben, le temps de propagation de mes 5 fonctions logiques, ça sera 5 fois le temps d'une fonction logique. Alors que si j'en ai que 2, eh bien, j'ai un temps de propagation plus court. Donc j'évite quand même de chaîner 5, 10 fonctions logiques les unes derrière les autres. Ensuite, pour simplifier l'équation, on va utiliser les propriétés d'algèbre de Boole qu'on a vu, le tableau que je vous ai donné, des factorisations, etc. Donc quand on a cette équation logique-là, je peux voir par exemple ici que je peux mettre en facteur A bar, B bar, A bar, B bar, facteur de C bar ou C. C bar ou C, ça fait toujours 1. Donc ces deux termes-là, je peux les remplacer en A bar, B bar. Qu'est-ce que je peux voir encore? J'ai A, B. Ici, j'ai B, C, B bar, C bar, A, C. J'ai A bar, C. Voilà, j'ai A bar C. Ici, j'ai A bar C que je peux mettre en facteur avec B bar et B. Je peux utiliser un terme deux fois. Je vous rappelle que x ou x, ça fait x. Donc si j'ai besoin de dupliquer un terme pour le factoriser deux fois et obtenir une simplification après, j'ai le droit de dupliquer des termes. Hein, par exemple ici, le terme, j'ai utilisé ces deux termes ensemble pour dire que c'était A bar, B bar. J'utilise ces deux-là ensemble et je peux utiliser le premier avec le quatrième également. Hein. Donc on voit bien un petit peu que ça demande un petit peu de gymnastique. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut être un petit peu à l'aise quand on écrit tout ça. Alors quand on fait toutes les simplifications, on arrive finalement à ce terme-là que l'on peut encore simplifier au final pour obtenir B bar ou A bar et B et C. Et on a encore une simplification, cette fois-ci dans les simplifications qu'on a vues en cours. Alors on peut à la fin regarder un petit peu le résultat et regarder S vaut B bar ou A bar et C. Alors on va voir B bar, c'est lorsque B vaut 0. Bah oui, je vois B vaut 0, j'ai S qui vaut 1. B vaut 0 ici, j'ai bien S qui vaut 1. Donc j'ai bien effectivement ça. Et puis le terme suivant, c'est A bar et C. A bar et C, alors 0 pour A bar. Quand est-ce que C vaut 1? Ce sont ces deux termes-là. D'accord? Et j'en ai bien un qui est redondant avec mon B bar. Celui qui est redondant avec mon B bar, c'est celui-là. Voilà, donc on voit qu'effectivement, on a bien les 5 termes dans cette équation logique. On vérifie parce qu'on a vite fait d'en oublier un. Donc vous voyez, on part d'une équation assez compliquée au début pour arriver à une équation nettement plus simple. Encore une fois, il y a des méthodes graphiques qui sont assez rigolotes et vraiment pas très compliquées. Vous pouvez chercher sur Internet tableau de Carnot si vous voulez vous améliorer. Il y a des enseignants qui l'enseignent encore en STI 2D parce que c'est quelque chose de très très facile à faire.
Voilà, c'est pas au programme de CPGE, donc l'impératif de temps sur les cours force à réduire ce que l'on fait. Alors, deux petits mots de technologie quand même. Alors, parce qu'on peut avoir toujours à aller chercher un petit peu dans les documentations constructeurs des caractéristiques qui permettent de vérifier si tout fonctionne bien. Alors la première chose, c'est les niveaux logiques. On a dit que on avait 0, c'était un 0 logique, bien souvent, logique positive, et que 1, ça correspondait à VCC, la tension d'alimentation. En réalité, le 0, on ne l'aura pas parfaitement, et le VCC, on ne l'aura pas parfaitement. Donc, et de même qu'en entrée, un 0 sera considéré comme un 0 et un VCC sera considéré comme un 1. Mais si on a 0,5 volts, si on a 4,5 volts, comment c'est interprété? Qu'est-ce qui se passe? Alors les constructeurs nous précisent au travers d'un certain nombre de caractéristiques du composant. Notamment, ils nous donnent pour chaque composant une tension VIH min. Alors V pour tension, I pour input, H pour niveau logique haut minimum. Ça, c'est la tension d'entrée minimum qui sera considérée comme un 1 logique. V, input, high level, minimum. On a le VIL max qui est son pendant pour un 0 logique, donc c'est la tension d'entrée maximum considérée comme un 0 logique. C'est-à-dire que entre VIH min et VCC, on considère que c'est un 1. Entre 0 et VIL max, on considère que c'est un 0. Ensuite, on a VOH min, donc au niveau de la sortie du composant, on nous donne donc la tension de sortie pour un niveau logique au minimum, c'est-à-dire la tension minimum que sortira le composant pour appliquer un 1 logique. Et on a un VOL max, c'est-à-dire la tension de sortie maximum pour un 0 logique. Tension de sortie maximum pour appliquer un 0 logique. Encore une fois, la tension de sortie sera donc comprise lorsqu'on veut appliquer un 1 entre VOH min et VCC. Et la tension de sortie pour un 0 logique sera comprise entre 0 et VOL max. Et donc forcément, on voit bien que ça fonctionne. Ça fonctionne si VOH min est supérieur à VIH min, c'est-à-dire que le niveau de sortie pour un niveau logique minimum est plus grand que ce qui est interprété comme un niveau logique 1. La tension de sortie pour un 1 est plus grand que ce qui sera interprété en entrée par un 1. C'est normal, j'allais dire c'est logique. Et il faut en même temps que la tension de sortie maximum interprétée comme un 0 soit plus petite que la tension d'entrée maximum interprétée comme un 0. Voilà. Il y a fonctionnement, et bien évidemment, jamais un constructeur va vendre un composant qui ne respecte pas cette règle fondamentale. Alors, on distingue deux grandes familles de composants, lesquelles chacune comporte des sous-familles. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les sous-familles, il y en a au moins une dizaine. On va simplement dire qu'il y a la famille historique, la famille TTL, qui est alimentée en 5 volts, qui est assez consommatrice mais qui continue à être utilisée. Et la famille plus récente, la famille logique CMOS, qui consomme moins de courant. Voilà. Alors le CMOS est alimenté de 3 volts à 18 volts, donc on peut faire de la logique en 3 volts, on peut faire de la logique en 6 volts, on peut faire de la logique en 15 volts, on peut faire voilà, des fonctions logiques à tout niveau d'alimentation, alors que le TTL, là il y a une petite erreur, le TTL c'est de 0 à 5 volts, TTL 0,5 volts. Alors les composants sont vendus ici pour les composants classiques, mais ils existent montés en surface évidemment. Donc on peut trouver ici, vous avez 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006. Il y a une centaine de références et on trouve de tout. Ici des non-OU à 3 entrées, ici des non-OU à 2 entrées, ici des non-OU à 4 entrées, etc. Alors il y a une logique de référencement des composants qui échappe à ma logique, en tout cas dont j'ai jamais compris la logique. Il y a un tas de circuits, des compteurs, alors de logique combinatoire et de logique séquentielle. Donc on trouve toutes les portes logiques à 2, 3, 4 entrées, on trouve des compteurs, on trouve des mélanges de et, de ou, on trouve vraiment énormément
de fonctions. Donc il faut trouver les portes logiques qui permettent de réaliser son logigramme. Cela dit, c'est quelque chose qui tend progressivement à disparaître, puisque les fonctions logiques complexes sont soit réalisées par un programme, soit par des composants logiques programmables. Alors je terminerai par les différenciations des caractéristiques techniques des composants logiques TTL et CMOS. Donc TTL, c'est forcément 0,5 volts. CMOS, c'est donc de 0,3 volts et de 3 à 18 volts. Donc on peut voir que VIH-min, c'est 2 volts, d'après les caractéristiques constructeurs. VIL-max, c'est 0,8 volts. VOH-min 2,4, VOL-max 0,4. Donc on peut vérifier que VOH-min est bien plus grand que VIH-min, donc 2,4 est bien plus grand que 2, tout va bien. On peut ensuite vérifier que VOL-max est bien plus petit que VIL-max. VOL-max 0,4 volts, c'est bien plus petit que 0,8. Donc il y a bien compatibilité au sein de la famille. Pour le CMOS, les valeurs sont données en fonction de VCC, parce que comme on peut alimenter de 3 à 18 volts, on n'a plus des caractéristiques constantes, mais on a des caractéristiques qui dépendent de VCC. Ici, j'ai mis la valeur pour le 5 volts, donc 2,75 volts quand on est alimenté en 5 volts, 0,45 fois VCC, etc., ça fait 2,25, 0,95 ça fait 4,75 et 0,05 ça fait 0,25. On peut vérifier une fois de plus que ça marche, soit le vérifier avec les coefficients devant VCC par exemple. Est-ce que VOH-min est bien plus grand que VIH-min? VOH-min 0,95, VIH-min 0,55, donc là c'est sûr ça marche. Et VOL-max plus petit que VIL-max, VOL-max 0,05 c'est bien plus petit que VIL-max qui vaut 0,45. Donc on a bien compatibilité forcément, encore une fois, au sein de la famille CMOS. Par contre, on peut se demander, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'associe du TTL 5 volts avec du CMOS? Parce que, figurez-vous que les fonctions logiques disponibles dans les circuits TTL, on ne retrouve pas forcément toutes les fonctions dans les circuits CMOS, et inversement. Donc on peut avoir envie de prendre un circuit CMOS et de compléter un ensemble TTL, ou inversement, de prendre un circuit TTL et de l'insérer dans un ensemble de circuits CMOS. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va voir par exemple que VOH-min n'est pas, VOH-min n'est pas plus grand que VIH-min. Vous voyez, dans ce sens-là, ça ne marche pas. Alors qu'on a bien VOL-max qui est plus petit que VIL-max. Ça veut dire que je ne peux pas brancher des circuits TTL, des sorties de circuits TTL sur des circuits d'entrée CMOS. Ça ne marche pas. Par contre, dans l'autre sens, ça marche. J'ai bien VOL-max qui est plus petit que VIL-max et j'ai bien VOH-min qui est plus grand que VIH-min. Et donc, je peux bien brancher une sortie de CMOS sur une sortie TTL. Alors ça, c'était pour regarder rapidement une question qui pourrait être posée, montrer que ça peut marcher dans certaines configurations et ça peut ne pas marcher dans d'autres. Après, dans les sous-familles, il y a des sous-familles qui sont faites et construites avec des caractéristiques pour assurer la compatibilité entre le TTL et le CMOS, pour assurer une compatibilité parfaite. Voilà, c'était un petit cours sur la logique combinatoire parce que les attendus de CPGE TSI en logique combinatoire sont plutôt extrêmement restreints. Il reste à voir donc la partie qui est plus importante, c'est-à-dire la logique séquentielle avec les algorigrammes et plus particulièrement les diagrammes 6ML, les diagrammes d'état et les diagrammes séquentiels.